Il y a une petite citation qui dit on surestime souvent ce qu'on peut faire en 24 heures et on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en un an. Ouais. La bourse, c'est ça, tu vois. J'ai l'opportunité, tu vois, de le dire un peu à haute voix. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, sur les propres firmes, là où elle est la difficulté aussi, c'est que tu as 2 écoles. Est-ce que tu trades la crypto? Si je dois donner une crypto, ma plus grosse exposition en crypto, là, ce serait... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Doran. Doran, maintenant, ça va faire quelques mois qu'on travaille ensemble. Exact. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Bah déjà, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de te faire ce podcast avec toi. Moi, du coup, je m'appelle Doran. Je suis trader depuis maintenant 5 ans. Globalement, ma spécialité, ça va être le Dow Jones et le Gold. Ok. Trader propre firme, trader fonds propres. Voilà. Après, je pense pas que j'ai une particularité à raconter en vrai. Ouais. L'histoire du process normal. On a fait son temps et voilà. Ok, parfait. Bah écoute, de toute façon, on va découvrir ça tout au long de ce podcast. Alors, Avec plaisir. avant de commencer, on a une grosse exclusivité. Donc, à votre place, je resterai jusqu'à la fin parce que justement, à la fin, on a une grosse annonce à vous faire et vous n'avez pas envie de manquer ça. On est d'accord là-dessus. Je pense que c'est une bonne idée de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Nice. On a eu la chance justement d'échanger pas mal juste avant. Donc, Ouais. tu me disais que c'était la première fois que tu venais sur Malte. Exact, c'est ça. Alors, c'est quoi les premiers ressentis sur Malte? En vrai, c'est sympa. Hein. Bah, comme on a pu en parler, je trouve que c'est un peu un mélange de tout, tu vois. Tu te sens à l'étranger, mais en même temps, il y a un petit goût de France. Puis le bord de mer. Non, franchement, c'est sympa. On a Ouais. la chance d'avoir le beau temps. C'est ça qu'on aime. Ouais, t'as vu surtout qu'on t'a été grave gâté. Là, on a quoi? On a facile 23 à 25 degrés. Ouais, Ouais, là, aujourd'hui, il fait c'est super vraiment bon. Ouais, Ça ouais. régale. Moi, ça, t'es bien sapé pour, là. Ouais, bah, Vraiment. forcément. Après, de base, on va dans le sud. Je vais pas emmener ma grosse veste. Donc, Ouais, t'as bien raison. Nice. Alors, Doran, toi, je sais que t'as une particularité, c'est qu'en plus d'être un trader, t'accompagnes pas mal de personnes. c'est ça. C'est ça, on, a donc... ouvert une école il y a de ça 3 ans maintenant. Ok, Qui tourne bien. On a des bons résultats. Donc, franchement, c'est cool. génial. Et donc, si je me souviens bien, dans ton cas de figure, donc, t'as à la fois une formation Exact. que les gens peuvent suivre de leur côté, depuis chez eux, mais aussi des séminaires en présentiel. Exact. Et ça, de toute taille. On De toute taille. parle de 5-6 personnes jusqu'à... Jusque la fin de la vidéo. Ok, extraordinaire, génial. Du coup, selon toi, est-ce que c'est indispensable qu'un trader ait justement un mentor? Autrement dit, justement assister à un séminaire dans lequel il va rencontrer d'autres personnes et surtout une personne qui va véritablement lui enseigner tout en matière de trading. Alors, cette question, je te la pose pourquoi? Parce que de manière générale, on le voit là actuellement, on entend que les 3/4 du temps, les gens prennent une formation en ligne et à partir de là, ben, on entend tout. Il y a des personnes qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent moins. Et j'ai l'impression que justement, le fait d'assister à un mentorat en présentiel, je pense que ça fait toute la différence. En fait, en vrai, là-dedans, du coup, il y aura 2 questions qu'il va falloir diviser. La première, c'est avoir un mentor. Et la deuxième, c'est justement vers quel type de formation s'allouer. Déjà, on est dans le milieu du trading, mais peu importe le milieu, quand tu es entrepreneur, dans tous les cas, il y a cet aspect de travail personnel qu'il ne faudra jamais négliger. C'est ton investissement à toi qui va faire que tu vas obtenir du résultat ou pas. Maintenant, un mentor, je vais te dire oui, même si c'est pas une obligation. La preuve en est, il y en a plein qui se sont lancés en autodidacte et tout. Simplement, je pense que dans le trading, ça va demander une discipline qui est vachement importante et qui surtout va mettre plus de temps. Par exemple, quand on est tout seul, un truc tout bête, comprendre qu'il faut une stratégie fixe et l'utiliser dans le temps et la peaufiner, si tu es indépendant, peut-être que tu vas te tourner vers tester d'autres choses et tout. C'est un petit peu ça la difficulté, la psychologie en trading. Donc en vrai, un mentor, c'est pas obligatoire, mais je dirais oui. Surtout quand quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a de l'expérience dedans, en fait, ça va être un vrai raccourci. Il va pouvoir te donner les bons tips et t'emmener en fait vers la bonne attitude pour être trader. Voilà. Donc en vrai, un mentor, c'est pas non plus une obligation, mais c'est quelque chose de très recommandé, surtout quand on a quelqu'un de compétent à disposition. Ouais. Maintenant, après, la différence entre les événements en ligne et les événements physiques, en fait, l'événement physique va permettre de donner une immersion totale. Tu vois, non pas qu'en ligne, les gens sont délaissés, on est investi à fond, mais forcément, en ligne, on coupe le zoom, on termine le call, chacun retourne à sa vie. Tu vois, donc quand tu es dans un peu ce step de transformation, ça va être plus compliqué. Tandis que sur un événement physique, on est en immersion. Imagine sur un séminaire d'1 semaine, on est en immersion complète pendant 7 jours. Donc on a fini la session, ok, mais après on est toujours là. Donc c'est justement, ça va permettre de mieux ancrer en fait dans la tête des étudiants le train de vie du trader
et un peu cette routine où bah voilà, tu restes concentré. C'est pas juste les graphiques et la prise de position que tu vas prendre, c'est le train de vie que tu mènes autour en fait. Ok, ouais, je vois. Ouais, je vois complètement. Ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. Moi, après, ce que je dirais et ce que je vois, c'est le fait qu'encore une fois, quand tu es accompagné, tu as déjà cette personne qui va te donner une ligne directrice. Et le plus important, encore une fois, tu vas pouvoir lui poser des questions directement. Donc, tu apprends, tu appliques tout de suite. Et si tu galères, bah, tu as la possibilité de poser une question justement à la personne qui te donne justement cette formation. Et ça change absolument tout. C'est vraiment une espèce de raccourci en soi. Non, clairement. Et c'est surtout justement sur cet aspect d'être en immersion. Ouais. Par exemple, là, je fais une ref sur les 3 mois d'accompagnement que j'ai fait en Malaisie. Ouais, c'était ma question suivante, justement. Le fait qu'on soit tout le temps ensemble, Ouais. ça apporte ce truc où déjà pour moi, c'est plus simple de partager la réflexion, puisque en fait, on est tout le temps ensemble. Donc je rentre dans le mood de, ok, en fait, le moment où ça a changé avec eux, c'est le moment où je me suis dit, ok, en fait, il faut que j'arrête d'essayer de leur donner quelque chose, il faut que eux ils rentrent dans ma tête. Alors, juste une chose pour mettre les choses dans le contexte. Concrètement, parce que j'ai eu la chance de parler justement à certains de tes étudiants, notamment ceux qui ont participé à ton séminaire en Malaisie. Donc, concrètement, c'était quoi? Donc, on parle d'un séminaire sur 3 mois. Combien de participants? 5. Ok, 5 participants. Et du coup, donc, ces 5 personnes viennent et toi, tu les accompagnes pendant 3 mois? Ouais, 3 mois, c'est en ça. Malaisie? En Malaisie. Extraordinaire. En Malaisie. Ouais. Génial. Drôle de lancement, mais franchement, ouais. Non, mais super. C'était sympa. On avait une équipe de fous et tout. Et donc, ouais, justement, comme je te disais, c'était en fait ensuite passer, on va dire en physique, si on peut schématiser, c'est passer de moi, je vais transmettre une information à eux, en fait, ils vont s'approprier comment moi je vois les choses. Okay. Tu vois, donc passer de dire tenez, je vais vous donner une théorie, regardez, on travaille ensemble, regardez pourquoi on a échangé comme ça, bah à passer à dire ok les gars, bah là par exemple je viens de me lever, je vois ça, je fais ça, j'attends ça, tu vois, je suis dans cette lecture là, s'il y a ça, ça se valide, s'il y a ça, ça s'invalide, enfin tu vois, c'est vraiment cette réflexion constante qui du coup bah chez eux ça imprègne mieux en fait au final. Ok. Et du coup, ce serait quoi une journée type séminaire en Malaisie? En vrai, on va dire ça dépend si on est au début du step ou à la fin du step, puisqu'au début on est beaucoup plus penché sur un aspect théorique et à la fin bah, beaucoup plus sur de la pratique. Si maintenant on moyenne les deux, je te dirais que le matin on va mixer ouverture de Londres et ensuite une partie théorique complète, tu vois. Après ensuite, bah, session US, généralement on est tous ensemble dans les groupes, mais avant chacun a fait sa préparation, on corrige ensemble, on fait les échanges et une fois la session terminée, il y a le brainstorming, donc de est-ce que ça s'est bien passé? Oui, pourquoi? Non, pourquoi aussi, tu vois. Et de là, justement, bah, pouvoir faire les notes, s'améliorer pour le jour suivant. Okay, en gros, un peu la leçon, quoi. Ok, ouais, je vois. Ok, super. Donc là, c'était pour le séminaire des 3 mois. Au-delà de ça, tu organises aussi d'autres séminaires qui durent 1 semaine, 10 jours? C'est ça. La plupart du temps, c'est des séminaires de 10 jours. Okay. Et c'est vrai qu'il y a certains événements, comme ça a pu arriver, de le faire sur plusieurs mois avec une classe où vraiment le but, c'est de les envoyer dans un autre niveau. Ok. Et là, concrètement, moi, je suis intéressé justement à suivre ton séminaire. Si je me souviens bien, il y en a un qui vient très prochainement sur Cannes. Exact, okay. C'est ça. Alors, quel serait justement... moi, typiquement, je viens et j'assiste à ton séminaire. À quoi est-ce que je peux m'attendre? Immersion dans la vie d'un trader en partant des bases. Et en fait, c'est là où sur le séminaire, nous, on va s'adapter. C'est qu'il n'y a pas forcément de niveau recommandé, mais on est plusieurs intervenants. Donc, si maintenant sur un séminaire, on a énormément de débutants, bah forcément, on va partir de zéro. Et le but, ça va être de les emmener avec le plus de connaissances possible pendant la semaine. On en a aussi qui viennent en séminaire et qui sont déjà en place, qui connaissent la méthode, peut-être même qui étaient déjà dans les groupes depuis plusieurs mois. Ça va être typiquement le cas là à Cannes. Donc, à ce moment-là, par contre, ce qu'on va faire, c'est que comme on est plusieurs justement à intervenir, on va aller directement sur des parties plus avancées, de sorte à ce que chacun ait la valeur ajoutée par rapport à son niveau et son expérience aussi. Ok, d'accord. Génial. Ouais, ça c'est génial. Et encore une fois, moi je sais que personnellement, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, pas spécialement dans le milieu du trading, mais pour d'autres formations du type sales, j'ai vu toute la différence entre regarder des vidéos et essayer d'appliquer et justement suivre une personne qui va montrer absolument toutes les techniques sur comment aborder la chose. Et il n'y a rien à faire. Tu sors de là, tu sens que tu es équipé, tu sens que tu as un bagage du fait que justement tu aies pu mettre toutes les choses en place directement. Tu sais, tu t'es pas dit, bon bah, la vidéo elle durait 1 heure, ok d'accord, je vais la terminer et puis après je passe sur autre chose. Non, là tu me dis ça dure toute la journée, je trouve ça vraiment extraordinaire. Non, franchement, c'est ça. Et puis même en vrai, avec le temps, j'en vois le résultat. Pour te dire, ce matin, j'étais pas en train de jalouser, mais j'étais en train de me dire, en fait, c'était plutôt dans la démarche de, je me dis, putain, ça marche. Parce que j'ai, par exemple, typiquement, ce matin, je parlais avec Yacine, justement, qui a booké, donc c'est ça, son 2e payout consécutif. Donc.
Et ouais, c'est super cool. Ah, ça, c'est une belle réussite, ça. Exactement. Donc en plus, voilà, maintenant, ça veut dire qu'il gagne bien sa vie et tout ça. Donc le job est fait. Et j'étais justement en train de me dire... Félicitations, Yacine. Félicitations, Yacine. Et putain, ça fait 4 mois que tu fais du trading, tu vois. Et là, tu vois le truc où je me suis dit, bah en fait, moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Et je veux dire, j'ai mis plus d'1 an à voir le bleu. Hein. On parle même pas de payout, d'être rentable, du revenu récurrent, à voir le bleu. Le fameux raccourci. Exactement. Et là, tu vois, le fait justement où le but de cet accompagnement, c'était pas de prendre toutes ces pelles, mais de dire, regarde, va droit vers ce qui marche, juste applique-le, évite les erreurs et tu vas voir, ça va fonctionner. Et ben là, maintenant, tu vois, on a passé 3 mois en Malaisie. Il est parti de Malaisie, il avait son compte Funded. Et là, maintenant, Génial. on est à 1 mois à peu près depuis qu'on est rentré. Et du coup, de payout à son actif, c'est super carré, je suis content. Mais du coup, ouais, c'est cette démarche où justement, comparé à par exemple, quand je compare mon chemin à moi, celui d'Hugo par exemple, c'est ce truc où ça a été grave un accélérateur. Et c'est le but, c'est là pour ça en fait. Ok, ouais. Ouais, non, je te rejoins à 100%. Effectivement, je suis même les stories de Yacine. Big up à toi. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et c'est vrai qu'en l'espace de 4 mois, se dire être en mesure de passer un challenge de prop firm et sortir déjà du payout, c'est un petit peu le rêve en réalité de tout trader. La première réussite en soi sur une prop firm, c'est de générer du payout. Exactement. Donc assez Après, en vrai, pour sa défense, on a fait du bon travail côté technique, mais lui était aussi très, très, très investi. Ouais. Quelqu'un qui a travaillé très rigoureusement et tout. Tout lui a pas été versé sur un plateau d'argent. Il y a eu énorme, comme je te le disais au départ, de toute façon, tu peux avoir le meilleur mentor si tu t'investis pas personnellement et que tu mets pas du tien justement pour que ça marchera pas. Ouais, non, je suis d'accord à 100%. Non, mais c'est pour ça que voilà, faut déjà savoir ce que tu veux. Et une fois que tu sais ce que tu veux, te mettre à fond là-dedans. Sinon, inutile de perdre son temps et celui de la personne justement qui t'enseigne le trading. Exactement. Nice. Du coup, j'ai une autre question pour toi. Si je ne me trompe pas, tu as un lifestyle assez sympa. Tu bouges pas mal. Tu voyages pas mal. Ouais. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que ça se passe au niveau de ton setup? Ça, c'est la première question. Donc, à quoi ressemble le setup de Doran à la maison par rapport à Doran quand il est justement en voyage? Et la deuxième question que j'ai par rapport à ça, c'est ta rentabilité. Est-ce qu'elle n'en prend pas justement un impact quand tu es sur la route ou par rapport à justement quand tu es chez toi, tu as ton beau setup, etc. Tu sais quoi? Ce que je vais te dire là, ça va choquer, tu vois, mais il y a une raison derrière. Déjà, à la base, du coup, chez moi, j'ai un vrai setup. Comme je t'avais dit, Samsung Odyssey, 2 écrans, tour, bureau complet et tout. Et en fait, pendant longtemps, j'étais partisan de ceux qui disaient j'ai besoin de visibilité. Genre, moi, je voulais un trading view grand, espacé, où je suis là en mode, ok, s'il se passe quelque chose, je le vois, je peux lire et tout ça. Et en fait, du coup, quand on a commencé à voyager, un peu plus d'1 an, je m'étais acheté justement 2 petits écrans que je pouvais rajouter à mon Mac, histoire de dire, j'ai un setup portable. Donc là, tu as ton écran principal de Mac, c'est ça, et tu as 2 écrans qui se rajoutent sur le côté. Ok, d'accord, génial. Et sauf que je l'ai utilisé qu'une fois. Ok. Parce qu'en fait, au niveau de l'aspect trading, au début, ça m'a fait peur, en fait, ce manque de visibilité. Et du coup, je me suis concentré beaucoup plus sur les grosses unités de temps et de me dire que j'ai un travail de fond où je vais préparer mes niveaux clés. Et ensuite, en vrai, pour interagir sur ces niveaux clés, je n'ai pas besoin d'autant de visibilité. Il me faut mes confirmations. Il faut juste que les niveaux clés soient, eux, clairs. Donc, que je prépare en amont. Et en fait, à partir de là, je travaille principalement avec un Mac et mon téléphone quand je suis dehors. Ouais. Bien que je prends quand même du temps de préparer mes setups bien en avance. Et bon, quand je suis à la maison, je prends toujours le plaisir de me mettre à mon bureau et tout ça, mais c'est vrai que je suis devenu super minimaliste au niveau du setup. Alors je suis là en mode, ok, faut faire du travail carré, mais j'ai pas forcément besoin d'une installation de fou pour justement avoir ça. Et en fait, le voyage et facteur rentabilité, le truc c'est que quand je suis chez moi, je suis focus à fond trading. Mais ça veut dire que je suis tout le temps devant l'écran. Et c'est pas forcément un cadeau parfois. Ok, ça peut être contre-productif du coup. C'est ça. Alors qu'en voyage, j'ai souvent ce truc de dire, ok, je prends mon setup, je rentre dessus. Je mets des alertes, que ce soit dans le bon ou dans le pas bien. Comme ça, si à un moment ça sonne, je sais tout de suite au repère de prix où il est. Et en fait, après, je reste pas sur les écrans. Tu vois, on sort un peu, où j'ai des appels, il y a d'autres trucs à faire. Mais j'ai cet aspect où je reste moins devant les écrans. Et figure-toi que du coup, j'ai plein de trades
qui court beaucoup plus longtemps, ou parfois je vais faire un partial quand j'ai un ratio de 2, 3 ou 4, tu vois, alors que de base je serais pas resté aussi longtemps, j'aurais partial avant pour sécuriser tout ça. Et en fait, l'aspect beaucoup plus détaché, bon ça j'en parle toujours, faut être détaché en trading, mais le fait de l'être encore plus quand je voyage que quand je suis chez moi, eh ben directement ça améliore en fait les résultats en vrai. Magnifique. Donc dans ton cas de figure, plus tu voyages, plus tu gagnes. Dans l'idée, ouais, c'est ça. Okay. En tout cas, depuis, plus j'ai été en mouvement, plus ça m'a permis d'être rentable. Parce qu'en fait, ça me met... En vrai de vrai, quand tu kiffes le trading, en tout cas dans mon principe, j'aurais aucune limite à trader 24 heures sur 24. Tu vois, si je suis chez moi, en plus, je te dis, je viens de la campagne à la base, à côté de chez moi, il y a des vaches. C'est pas en mode, je termine de taffer, vas-y, je sors en ville, tu vois. C'est pas les building walls. Quand on bouge et tout, c'est ça, tu vois, mais sinon, à l'origine, c'était pas comme ça. Et du coup, c'était ce truc où, en fait, quelle est la barrière à j'arrête de trader, ou quelles sont les limites que je me mets, tu vois. Puis au début, tu te dis, ouais, tu sais, quand tu commences le trading, après 3-4 heures et tout, tu commences à avoir mal à la tête. Mais le problème, c'est que quand ça fait des années que tu fais ça, il n'y a plus de limite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, des fois, moi-même, je me choque de me dire, je pourrais ne jamais m'arrêter, peu importe le résultat, tu vois. Et du coup, en fait, ça permet de bien mettre cette limite que j'ai mise de base aussi, hein, même quand je suis chez moi. Mais c'est vrai que du coup, forcément, ça apporte encore plus de valeur quand je suis encore plus détaché des écrans. Ouais, je vois ce que tu dis. Et c'est marrant, on en parlait justement avec ton associé Hugo, qui me disait combien de fois ça lui est pas arrivé justement d'être tellement dans le flow que il se retrouve à dormir sur sa chaise de bureau. Donc c'est fou quand même. Ouais, non, clairement. Ok, assez chouette. Une autre question pour toi. Est-ce que tu es plutôt de la team on va trader tous les actifs possibles et imaginables, ou à l'inverse, en choisir une ou deux, se spécialiser là-dedans, et dans quel cas de figure est-ce que tu te reconnais le plus? Moi, je suis clairement dans le cas de figure 1 ou 2 actifs. Ok. Même en vrai, sur une journée type, tu vois. Bon, moi, du coup, ça va être soit Gold, soit Dow Jones. Mais même dans la journée, généralement, je tape pas les deux. Tu vois. C'est en fait, je sélectionne un des deux, là où est le meilleur setup. Je vais capitaliser dessus. Et en fait, admettons que dans une journée, je me laisse 3 opportunités, parce que c'est comme ça que c'est monté dans mon système. Généralement, moi, je vais jouer les 3 opportunités sur le même setup. Je suis pas quelqu'un qui va se diversifier. En vrai, je fais partie de ceux qui vont me dire un trading qui marche, c'est un trading chiant. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'émotion de dire je vais prendre le truc, on va aller encore plus haut, ça va jamais s'arrêter. Non, le but, c'est de venir tous les jours et de prendre un mouvement mécanique qui a de hautes probabilités d'être là, tu vois, et sur ces confirmations, de rentrer là-dessus. Donc, et en fait, d'après moi, pour maîtriser ces petits mouvements qui ont de hautes probabilités d'être là, il faut avoir l'habitude d'échanger cet actif. Donc, en fait, moi, clairement, j'ai 2 actifs. Et encore, tu vois, par exemple, là, comme on en parlait avant, le Dow Jones, il a tiré la gueule ces derniers temps. Donc, j'avais beaucoup plus d'exposition sur le gold, qui lui était beaucoup plus tranquille, etc. Tu vois, on a plus facilement échangé les niveaux clés. À un moment, ça s'inversera. Moi, je reprendrai le Dow Jones à fond. J'ai pas d'attache entre l'un ou l'autre. Mais par contre, c'est vraiment focus là-dedans. Ouais, t'es plus pragmatique en fait. Ok, ouais. Super. Et donc là, on a parlé des indices, de l'or. Est-ce que tu trades la crypto? Non. Non, je suis vraiment pas pro crypto. Moi. Non, t'es pas team crypto? Non, un petit peu. Ok. Mais en fait, bon, ça on a déjà pu l'échanger nous deux. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai une vision de l'investissement où c'est pour créer de la richesse et au long terme. Okay. Et en fait, comme on en parlait, si je compare maintenant la crypto avec le S&P 500, je suis peut-être pas sûr de faire 1 milliard avec 30 000 $. Mais bon, dans la crypto, tu me diras, je suis pas sûr de le faire non plus. Mais tu vois, avec le S&P 500, en investissant dessus tous les mois, je suis sûr que dans 50 ans, tu vois, j'aurai un bac qui surperformera presque toute la population, tu vois. Alors qu'on s'en rend pas compte, juste à cause des intérêts composés. Et j'ai cette conviction dans le S&P 500 qui fait que demain, justement, même s'il perd 50% de sa valeur, j'ai la conviction de me dire, je vais acheter. Je m'en fous complètement que mon wallet, il prenne moins 50. Conviction que j'ai pas forcément en crypto, tu vois, comme on a aussi parlé de cryptos qui se sont déjà crashés, qui ont disparu, etc., qui n'ont pas forcément une garantie dans l'avenir, où les crypto-monnaies, c'est l'avenir, mais est-ce que du coup, je me vois avoir une très grosse exposition là-bas et potentiellement des CA pendant des années sur un token qui peut-être va plonger à la fin? J'aime pas trop. Donc crypto un tout petit peu, mais je suis vraiment pas pro-crypto. Voilà, c'est plutôt justement la bourse et le fait de construire un peu à la Warren Buffett en investissement, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu as quand même une certaine exposition à la crypto, mais elle reste minimale, quoi. Ouais, franchement, c'est vraiment un très faible pourcentage du capital investissement. Ok, et quand on parle crypto, dans quel asset tu investis essentiellement? Est-ce qu'on parle de Bitcoin, Ethereum, Solana, ou justement tu vas plus sur des cryptos plus exotiques?
En vrai, du coup, pour la très faible exposition que j'ai pris, j'ai décidé de me positionner sur des altcoins. Ok. Pour avoir le potentiel multiplicateur plus important. Mhm. Sinon, justement, comme je te l'ai dit, j'aurais mis cet argent en bourse. Ouais. Après, c'est sans l'attente. Et maintenant, en vrai, si je dois donner une crypto, ma plus grosse exposition en crypto, là, ce serait INJ. Ok. Voilà. Ok, très bien. Qui a pris cher quand même dans les derniers mois. Mais bon, comme l'ensemble du marché qui a baissé. Ah bah là, complètement. Là, on le voit bien ces derniers jours, c'est assez fou. Ça y est, BTC en dessous des 80K. Bah là, aujourd'hui, il repasse au-dessus. Mais ouais, la crypto a pris une grosse tarte là, en effet. C'est ça. Pour certains, c'est les soldes. Pour non, d'autres, clairement, c'est la démarche des soldes. Mais c'est justement, on va dire, dans la crypto, je suis resté. Comment on peut dire ça? Genre, je suis resté réfléchi. Okay. Plutôt que de dire, ouais, il faut que j'investisse tout mon argent et un jour, je serai riche quand ça va péter. Ok, c'est une opportunité. Mais je reste réfléchi et posé sur le fait que je sais pas quelle crypto est à la garantie. Maintenant, Bitcoin, ok. Mais Bitcoin ne te donnera plus un multiplicateur super important, tu vois. Ouais. Du coup, sinon, quelles dans les cryptos des alts ont la garantie d'être là dans 10 ans? Aucune pour le moment. Donc, je reste avec une faible exposition. Et là où, par contre, je m'envoie, c'est par exemple les S&P 500. Tu vois. Ok. Super. Alors, moi, j'ai une autre question maintenant. Surtout, toi, en tant que trader, quel est ton plan au niveau des investissements? Parce que justement, là, on parle, tu me disais que tu avais une exposition minimale sur les cryptos. Qu'en est-il justement de l'autre partie de tes investissements? Le plus gros bac de tes investissements, en général, tu le répartis comment? Est-ce que tu vas diversifier ou tu vas plutôt dire, bon, maintenant, 80% de mes actifs, enfin 80% de mon investissement, ça va être sur un ou deux actifs, un petit peu justement comme dans ton style de trading? En vrai, pour l'investissement, j'avoue, je suis un peu pareil, assez fermé. Genre, même à l'heure actuelle, en vrai, mon bag en bourse, c'est, je suis réparti en 33, 33, 33. Et 33% dans les S&P 500, 33% dans Nvidia. Et j'ai 33% que je garde en liquidité. Parce que du coup, comme tu as pu le voir, même le marché traditionnel est en train de baisser. Complètement, ouais. Le S&P 500 qui a reculé de 8%, quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, même au niveau des entreprises et tout ça, ça va donner de belles opportunités. Donc, je garde en fait cette liquidité parce que le but, c'est de continuer d'investir tous les mois. Après, moi, mon plan d'avenir, vraiment, ça va se faire sur les indices boursiers américains. Où justement, l'idée, c'est que pendant 30-40 ans, je sais que tous les mois, je vais acheter le plus possible. Et par contre, je sais que ça prend des années, forcément. C'est pour ça qu'on fait du trading, on a du revenu, du cash flow et tout ça. Mais que ce soit pour penser à l'avenir ou vraiment créer de la richesse, moi, je me tourne là-dessus. Tu vois. Ok, très bien, je vois. Et pour rebondir là-dessus, on en parlait la fois dernière, tu es un grand fan de Nvidia? Ouais, c'est une entreprise sur laquelle j'ai pas mal d'expositions. Ouais. Donc, tu mises un maximum sur eux. Tu peux nous en dire un peu plus? En vrai, on va dire que c'est plus un plan global au long terme, dans le sens où la situation de l'entreprise au niveau des dernières années a performé de manière incroyable. Au moment où Nvidia a passé les 3 milliards de supply total, enfin, je sais plus comment on dit en français, mais bref, de valorisation nette totale, ils ont fait le split des actions. Donc l'action Nvidia, elle est passée ça. C'était passé de 1200 à 120 $. Et chaque actionnaire s'est vu recevoir 10 nouvelles actions par action supplémentaire. Et en fait, pour moi, ça, c'était le move de dire on a couvert la hausse énorme qui a eu lieu pour avoir justement une réaccumulation sur les 100 $. Et en vrai, pourquoi ils ont fait ça? C'est pour la rendre attractive et parce qu'ils savent qu'à travers un marché à 10 ans, 20 ans, ils vont de nouveau tout exploser. Et en fait, pour moi, c'est une action qui ne va pas galérer dans 20 ans à atteindre de nouveau 1000 $. Donc pareil, c'est dans une démarche de DCA, voilà, où investir dessus en fait tous les mois et chercher du gros rendement au long terme. Moi, c'est ça que je recherche. Et en vrai, si je peux me rajouter un détail, il y en a plein qui ne le savent pas. Mais par exemple, tu vois, un actif comme le S&P 500, qui prend en moyenne 10% par an, sur une tranche de 10 ans. Donc c'est ça la moyenne. En réalité, sur le S&P 500, si tu investis 75 € par mois pendant 40 ans, et que tu vois, ce qui est étalé sur 40 ans, on ne fait pas non plus un investissement très important, c'est relativement faible, mais juste ce concept de DCA, plus l'effet multiplié du S&P 500 et du fait que potentiellement on a des connaissances, et donc que quand le marché a reculé de 25%, on achète beaucoup plus fort que quand le marché est en ATH, c'est largement plus de 1 million de valeur sur 40 ans, tu vois. Alors qu'on parle de 40 ou 45 000 € d'investis. Et c'est ça la vraie puissance, tu vois. Complètement. Et du coup, typiquement pour les jeunes,
où voilà, ben, on se rend... Il y a une petite citation qui dit on surestime souvent ce qu'on peut faire en 24 heures et on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en un an. Ouais. Ben, la bourse, c'est ça, tu vois. Et en fait, on se rend pas compte, mais tu vois, investir beaucoup d'argent quand tu es jeune, investir vraiment tous les mois, en fait, tu peux créer une richesse phénoménale dessus, tu vois. Ouais. Et donc moi, par exemple, bah, je cycle mes revenus du trading entier à 33. Moi, j'ai 33% de mon revenu total qui part en investissement directement en fait, dans la bourse. Ok. Bah justement, c'était ma question suivante. Une personne ou un ménage, par exemple, qui pourrait mettre de côté, imaginons, entre 500 et 1000 euros par mois, si tu étais dans cette situation-là, est-ce que justement tu te dirais, bah, moi je vais plutôt investir dans le livret A ou à l'inverse, une exposition différente, comme tu l'as cité juste avant? Bah, en vrai, la mentalité entrepreneur en moi me dirait que à tout start, chaque personne devrait prendre son argent pour l'investir sur soi. Ouais. Je pense que nous-mêmes, on est la première compétence à maîtriser, surtout aujourd'hui à l'ère d'Internet. Donc, petite parenthèse, j'étais obligé de citer ça. Tu vois, le meilleur investissement qu'on va pouvoir faire, c'est sur nous. soi-même, Peu importe, là, on parle de trading. Ouais. Ça peut être dans n'importe quel univers ou matière différente. Maintenant, si on parle d'investissement au long terme, bah, je pense que peu importe dans quelle tranche d'âge on est, c'est intéressant en fait d'investir tous les mois en bourse. Typiquement le S&P 500, comme je t'ai expliqué avant, parce que c'est du rendement à travers les années. Et en fait, la vraie puissance, ça va être pas de se dire j'ai pu épargner une fois 500 euros, tiens, je vais acheter du S&P 500 avec. C'est de se dire, tu sais quoi, je vais pas mettre les 500 euros, je vais en mettre que 50 ou 75. Par contre, je vais en acheter tous les mois, peu importe le prix, peu importe le niveau, peu importe l'excuse, peu importe le lifestyle que j'aurais décidé de mener. Comme une assurance que tu es obligé de payer, tu vas l'investir tous les mois. Ouais, en la fait, question se pose pas là. Ouais. C'est ça. Et après, le multiplicateur à travers les années est complètement dingue, puisque bah, voilà, tu crées littéralement de la richesse à travers les années, à condition que tu continues d'investir. Parce que si tu investis par exemple juste 1000 euros maintenant et que tu te dis dans 20 ans, ah oui, ça aura fructifié. Mais pas pareil que quand justement tu es en train d'acheter littéralement. Et c'est là où ça venait le premier départ. Investir des compétences sur soi pour générer du cash. Et après, investir ce cash pour que lui-même fasse des bébés. Et en vrai, c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Multisource de revenus, investissement passif ensuite. Et c'est l'engrenage en fait. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est un petit peu ce qu'on target tous, hein, en réalité. Donc, justement, pour rebondir là-dessus, une personne maintenant qui se lance dans le trading et qui a suivi ta formation, qu'est-ce que tu recommandes de manière générale? Est-ce que cette personne-là devrait directement commencer à trader en fonds propres ou à l'inverse, passer par les propres firmes, voire les deux? C'est quoi ta vision là-dessus? En vrai, j'ai une vision un petit peu mitigée parce que du coup, j'ai fait plusieurs expériences avec les accompagnements que j'ai faits et j'ai vu les reculs moi-même. Déjà, je pense que pour lever de la richesse, entre guillemets, la propre firme, c'est indéniable. Tu vois, pour des personnes qui commencent le trading, qui n'ont pas forcément beaucoup de fonds, etc., le meilleur moyen de pouvoir commencer à gagner sa vie correctement, c'est les propres firmes aujourd'hui. Là-dessus, il n'y aura pas photo. Par contre, les propres firmes, c'est un vice aussi. Enfin, entre guillemets, dans le sens où oui, on va te lever du capital, mais il y a des règles à respecter, des évaluations à passer qui sont simples, on s'entend, mais où quand même plus de 80% des traders largement échouent justement. Et donc, c'est là où un peu le vice, c'est que la propre firme, c'est la meilleure opportunité pour scaler du revenu. Mais typiquement aujourd'hui, dans mon école, pour pas citer de nom, juste la situation, je connais des personnes qui font du trading depuis 1 an, et ça fait 1 an qu'ils sont sur des propres firmes. Et ils n'ont pas encore réussi à les passer, et ils n'ont pas vu le compte réel. Et qu'est-ce qui se passe après 1 an, tu vois, c'est que ça génère de la frustration, puisqu'ils sont là en mode, des fois, je fais des semaines et des mois au top, mais en fait, ça n'a aucune valeur parce que je dois aller vers mon objectif pour passer la phase suivante. Et c'est là où je pense, en fonction des situations, que en réalité, en fait, le mieux, c'est d'avoir un plan construit où tu vas commencer avec un petit compte réel, en fonction des moyens que tu vas avoir à disposition. Mais ce compte réel, il va juste t'apporter le fait que l'argent que tu gagnes, il est vrai. Tu vois, que t'es pas sur un démo, t'es pas sur un examen, il a vraie valeur. Et à côté de ça, le but, ça va être de scaler les propres firmes à côté. Et potentiellement, justement, après les premiers payouts, augmenter le fonds propre. Et tu vois, avoir un peu ce cyclage où ensuite, par la suite, dire justement le fonds propre, on va le laisser grossir. Les propres firmes, elles vont nous servir pour avoir du revenu pour vivre, retirer tous les mois, etc. Voilà. Donc en vrai, ça dépend de la situation. Mais je pense que pour devenir un vrai trader à un moment, les propres firmes sont la meilleure opportunité. Mais le vice des propres firmes fait que
en fonction du profil qu'on peut avoir un compte propre, parfois même avec 500 euros. Bon, forcément, on va pas trader à 1% de risque, etc. Ouais, très attention à Faut s'adapter voilà, un petit peu quand même. Mais en tout cas, ça va être un bon moyen déjà de pouvoir commencer justement et d'avoir cette valeur réelle du goût des choses. Okay, et pas juste... je pense que tu le sais comme moi, hein, mais voilà, dans les propres firmes, il y en a plein voilà, qui ont des difficultés. Enfin, bref, là, je t'apprends rien dans tous les cas. Non, je te rejoins et c'est vrai que en soi, les propres firmes, ça demande un certain risk management particulier. Et des fois, en fait, ça va te demander de changer un petit peu ton risk management par rapport à ce que tu ferais avec ton compte en fonds propres. Mais je te rejoins sur le fait qu'encore une fois, c'est assez extraordinaire parce que tu peux trader avec un plus gros capital. Il faut choisir évidemment la bonne prop firm. Dédicace à Raise My Funds. Encore une fois, si vous cherchez une excellente prop firm sur laquelle il n'y a jamais eu de soucis au niveau des payouts, choisissez Raise My Funds. Encore une fois, tu trades sur Raise My Funds, on est d'accord? Ouais. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Okay. Franchement, comme je te l'avais dit, ouais. Rien à redire. Nickel, conditions de trading, spread, frais, tout. C'est agréable, c'est carré. Ok, super. Ça s'est passé comment au niveau des premiers payouts? De ma carrière ou avec Raise? Non, avec Raise. Bien, rien à redire. Il n'y avait pas eu de soucis, tout. Okay. C'était carré. Ouais, c'est cool. Non. Mais en vrai, je peux juste, pendant qu'on termine sur les propres firmes, parce que du coup là j'ai l'opportunité, tu vois, de le dire un peu à haute voix. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, sur les propres firmes, là où elle est la difficulté aussi, c'est que tu as deux écoles. En fait, quand tu arrives sur une propre firme, tu as ceux qui vont se dire, tu as deux façons de le voir. Soit tu le vois comme un peu le funded, le diplôme de fin d'études, et la mentalité des gens qui se disent, si je suis funded à 100K, je prends mon billet d'avion pour Dubaï et c'est bon, c'est fini, tu vois. Et il y a justement l'autre POV où c'est se rendre compte qu'en fait, entre guillemets, un challenge ou un funded, c'est rien. C'est fait pour être consommé, façon de parler, et sortir de l'argent. Et justement, là où ils vont leverage, donc investir. Tu vois, on parle pas d'acheter un challenge en se disant j'espère je vais le passer qui va changer. C'est vraiment investir, acheter des challenges pour taper, sortir des fonds dedans. Tu vois un peu les deux écoles. Et bah c'est ça qui fait un peu cet écart de la propre firme, oui, mais pour certains ça peut être un vice. Et je sais que justement, par exemple moi quand j'ai commencé, j'étais clairement dans ce défaut-là. Moi en 2021, quand j'ai passé mon premier challenge, j'étais là, si je suis funded à 100K, c'est bon, c'est terminé, je suis libre financièrement et tout. Alors qu'en vrai, pas du tout. De toute façon, mon premier compte funded, je l'ai explosé. Il a même pas vu le bleu. C'était vraiment direct. Je suis allé, je l'ai enterré. Mais par contre, ça, tu vois, c'est psychologiquement où il y en a qui vont se mettre une galère avec le fait de se dire ouais, je vais faire 10%, puis 5%. Et en fait, tu t'imagines la montagne, alors qu'en vrai, une fois que tu arrives en funded, tu as encore une montagne, tu vois, qui est loin derrière toi. Parce qu'après, c'est le premier payout. Ensuite, c'est faire des payouts récurrents. Ensuite, c'est vraiment construire du revenu autour du trading et que ça dure dans le temps. Enfin, voilà, tu vois. Et plein de choses là. Et du coup, il y a un peu ces deux écoles, je m'en suis rendu compte. Et c'est vrai que le problème, c'est ceux qui le voient comme du levier. Ils ont tendance à cramer des comptes comme rien, alors que c'est pas le but. Et de l'autre côté, tu vois, il y a ceux qui vont risquer $50 par jour sur leur challenge parce qu'ils vont avoir peur, tu vois, d'avancer ou de reculer, qui vont avoir cette pression de se dire genre c'est l'examen de fin d'études, alors que voilà, tu pourrais, enfin bref. Et du coup c'est un peu ces deux visions, ces deux écoles qui font que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu perdus aussi. C'est pas toujours facile d'avoir la bonne vision avec les propres firmes. Ouais, non, t'as entièrement raison. Et c'est vrai que même aujourd'hui, à la rigueur, on voit comme à la rigueur le fait d'être funded comme une fin en soi, alors que c'est censé être le début. C'est limite un flex. Aujourd'hui, tu les vois sur les réseaux, ils partagent leur certificat de réussite. On a passé la phase 1, phase 2, on est funded. Ça y est, on est trader. Non, là, c'est maintenant que ça commence en réalité. C'est ça y est, tu t'es en réel maintenant. Exactement. Tu peux gagner de l'argent, vas-y, continue, tu vois. Et c'est marrant, tu le disais sur l'un de tes premiers funded où tu n'as même pas pu voir le bleu. J'ai exactement la même histoire. Premier compte funded que j'ai réussi à passer au bout de 2 échecs. Donc le 3e était passé. Super content. Je te cache pas que j'ai mis un bon mois en tradant vraiment tous les jours. À l'époque, je tradais le NAS100 et je tradais l'ouverture US. Et du coup, en l'espace de 1 mois, j'arrive à le passer. Ouais, je pense que j'ai dû trader facilement, je dirais 25 jours. Et une fois que je suis passé en funded, c'était la célébration, c'était extraordinaire. C'était ça y est. En fait, comme tu disais, c'est maintenant que les choses vont véritablement commencer. On va pouvoir faire facilement 10-15 cas tous les mois. Tu parles. Le premier jour où je suis en funded, je prends 3 positions
Et le classique, je veux repartir à la hausse à partir d'une grosse baisse tu connais l'expression, ne jamais essayer d'attraper un couteau qui tombe. Et du coup, en fait, je me prends 3 stop-loss d'affilée. Et sur le premier jour, je suis à quasi 80% en drawdown. J'ai mis plus d'1 mois à passer ce compte en funded et maintenant que je l'ai, je suis sur le point de le cramer. Donc c'était horrible et il a fallu retravailler justement la psychologie et me dire maintenant, viens réfléchir exactement de la même manière que si tu étais justement en phase 1 voire phase 2. Et là tout de suite ça a changé en se refixant justement ces targets et ainsi de suite. Non, mais complètement. Mais en vrai, ça, je pense que ça fait partie du deuxième vice. Enfin, vice, on s'entend, mais bien sûr. Tu vois, des propres firmes qui fait que les gens vont perdre. C'est que justement, en réalité, par exemple, le site de Funded à 100K, c'est la meilleure opportunité pour toi de sécuriser le minimum syndical en revenu. Ouais. Tu sais qu'en fait, 1 ou 2%, complètement, c'est pas très difficile à faire. T'as pas besoin de mettre ton compte en jeu et tout ça. Alors que typiquement, pareil, moi, pourquoi j'ai explosé mon premier compte ? Tu parles, j'étais sur un compte à 100K, je l'ai validé en genre 2-3 semaines, tu vois, c'était allé assez vite, tu vois. Et j'arrive sur le compte Funded, je me dis là, j'ai fait 15K pour être Funded. Dans 15 jours, vous allez me les payer les 15K, tu vois. Et voilà, tu parles. Après, c'est le prix de la leçon, fallait bien passer quelque part. Et puis après, quand on voit le résultat, c'est assez sympa. Mais du coup, je pense que tout a été dit. On va peut-être passer sur le mot de la fin, mais juste avant, donc vous l'attendiez tous, donc merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Du coup, l'annonce qu'on avait à vous faire, je vais laisser Doran la faire. Et donc concrètement, il y a un gros événement qui se prépare, pour pas dire le plus gros, ça va se passer sur Paris, et je laisse Doran nous dire plus là-dessus. Ok. En fait, en vrai, l'objectif, c'était justement de créer un événement pour un peu enlever les points noirs sur la finance et justement le trading qu'on avait en France. Okay. C'est pour ça que je vous avais parlé du projet que j'avais, qui est justement, on fait du trading, on est rentable, c'est bien, mais le but c'est d'avoir de l'impact. Faire quelque chose de plus grand. Et du coup, justement, on a décidé de créer cet événement, ce qui sera sur 2 jours en fin d'année. Si jamais vous aurez le lien dans la bio et tout ça pour avoir plus de détails, les dates exactes pour vous inscrire. Et en fait, ça sera pour 2 jours avec différents intervenants. On parlera de trading, de bourse, de crypto, qu'est-ce que c'est un broker, qu'est-ce que c'est une propre firme. Et en fait, tout simplement, l'objectif, ça va être de démystifier un maximum le monde de la finance et de comprendre aussi qu'il n'y a pas besoin de faire un bac plus 5 en finance pour gagner de l'argent intelligemment. Sans parler de plan sous. On parle de faire quelque chose de carré, tu vois. Donc voilà. Génial. Et là, on s'attend à combien de personnes ? Du coup, on s'attend à peu près 1000 personnes. En tout cas, c'est le nombre de places qui sont disponibles. Et puis voilà. Super. Les premières places vont bientôt être mises à disposition pour pouvoir les réserver. Génial. Et du coup, il ne faut surtout pas traîner. Non, faut pas traîner. Parce que cet événement, il va être bien sympa. Et puis, du coup, vous pourrez nous retrouver directement à ce moment-là, en fin d'année. Génial. Ou avant sur les réseaux pour poursuivre les autres aventures qui nous attendent. Super. Du coup, Doran, pour les personnes qui veulent te suivre et savoir un peu plus justement sur ce que tu proposes et tout, où est-ce qu'on peut te retrouver ? En vrai, sur les réseaux, donc sur YouTube. Très bien. Jones Corp, globalement. Et puis, on parle de Instagram, YouTube. TikTok, YouTube. Génial. Voilà. Très bien. On mettra tout ça en description. Avec plaisir. Et puis, justement, on illustre pas mal, que ce soit les accompagnements, ce qu'on fait, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez creuser avec un petit peu de curiosité. Super. Écoute, Doran, ça a été un plaisir de faire ce podcast avec toi. Plaisir 100% partagé. Et reviens nous voir quand tu veux. Avec grand plaisir. Super. Écoute, très bonne journée. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bye. Bye.